Mes parents m'ont abandonné aux funérailles de mon bébé pour une fête autour d'une piscine. C'est juste un bébé. La fête de ton frère est plus importante. J'ai enterré mon enfant seul. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Ma réponse les a détruits. Je m'appelle Claire Mercé. J'ai 31 ans. Le jour où j'ai enterré ma petite fille était très sombre. Je me tenais à côté d'un minuscule cercueil blanc. J'étais complètement seul. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans la poche de mon manteau. Il affichait des messages que je refusais d'ouvrir. Je savais déjà ce qu'ils contenaient. Des rires et de la musique et la lumière du soleil rebondissant sur l'eau bleue et une fête autour d'une piscine. Moins d'une heure auparavant, ma mère m'avait laissé un message vocal. Ce message a glacé mon sang. Elle m'a dit d'arrêter de rendre tout si dramatique. Elle a affirmé que l'événement de mon frère accueillait des invités importants. Les gens comptaient sur la présence de la famille. Puis elle a prononcé les mots ayant divisé ma vie en un avant et un après. C'est juste un bébé. Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai entendu cela. Elles se sont figées. J'ai signé les papiers des funérailles. J'ai écouté le pasteur demander si je voulais un moment intime en famille. J'ai presque ri car il n'y avait aucune famille derrière moi. Il n'y avait que moi et une couverture pliée sentant encore la lotion pour bébé. Il y avait aussi un chagrin si vif qu'il semblait plus pur que la colère. Toute ma vie j'avais été la fille censée comprendre et pardonner et rester silencieuse. J'étais la fille facile à vivre et fiable. Je n'avais jamais fait d'esclandre. Je n'avais jamais gâché le bon temps des autres. Je n'avais jamais exigé plus que des miettes d'attention. J'ai regardé des étrangers descendre ma fille de 4 mois dans la terre. Les personnes censées se tenir à mes côtés avaient choisi des cocktails et des bouées de piscine à la place. À cet instant précis, quelque chose s'est définitivement refroidi en moi. Ils pensaient que j'allais rentrer chez moi et pleurer. Ils pensaient que le chagrin me rendrait faible. Ils n'avaient aucune idée d'une chose cruciale. Enterrer mon enfant seul était la dernière fois que je les protégerais. Si votre propre famille choisissait le confort au lieu de votre douleur, leur pardonneriez-vous ? Ou serait-ce le jour où vous arrêteriez définitivement de leur trouver des excuses ? J'ai grandi à Scottsdale en Arizona. J'ai appris très tôt une chose sur notre maison. L'amour y était mesuré en applaudissements. Ces applaudissements suivaient toujours mon jeune frère Chase Mercé. Mon père Daniel avait l'habitude de dire une chose. Il affirmait que Chase possédait une confiance inspirant la confiance des autres pour n'importe quoi. Ma mère Suzanne adorait l'appeler notre petite étoile. Elle le disait devant les amis de l'église ou les voisins ou les professeurs. Elle le répétait à quiconque voulait l'entendre. Chase souriait facilement. Il parlait comme si chaque pièce lui appartenait. Il transformait même des réalisations moyennes en célébrations familiales. S'il intégrait l'équipe sportive junior de réserve, il y avait un dîner au steak. S'il vendait des billets de tombola pour l'école, mes parents racontaient l'histoire pendant des semaines. S'il oubliait de faire une chose importante, ma mère appelait cela un processus d'apprentissage. J'étais différente. J'étais plus calme et plus observatrice. J'étais la fille dessinant pendant des heures et obtenant des notes excellentes. J'avais appris à ne pas attendre grand-chose quand je faisais quelque chose de bien. Il y avait toujours une raison pour que cela compte moins que les affaires de Chase. J'ai gagné un concours d'art pour les jeunes de l'État à l'âge de 17 ans. Ma mère m'a serré dans ses bras dans le hall de l'auditorium. Elle a pris une photo rapide. Puis elle a chuchoté notre obligation de partir tôt. Chase avait une rencontre de golf caritative avec des jeunes du club privé. Ces relations étaient importantes. Je me souviens être resté là avec mon certificat encore à la main. Je regardais mes parents me presser vers une sortie latérale. D'autres familles restaient pour célébrer leur fille. 1 an plus tard, j'ai été accepté à l'Université d'État de l'Arizona. J'ai annoncé mon désir d'étudier l'éducation et l'art. Mon père a souri de la façon dont les gens sourient pour ne pas être impolis. Il a dit : « C'est bien Claire, mais j'espère que tu sais une chose. L'enseignement ne te rendra pas exactement indépendante. » 2 jours plus tard, Chase a mentionné son envie d'essayer l'immobilier un jour. Il aimait parler aux gens. Soudainement, mes parents disaient à tout le monde qu'il avait des instincts naturels pour les affaires. C'était notre famille résumée en une phrase. Je faisais le travail. Il obtenait la mythologie. Je suis devenu professeur d'art à l'école primaire de Scottsdale.
J'étais déjà habitué à être qualifié de pratique et douce et fiable. Ce sont les mots utilisés par les gens voulant votre travail mais pas votre mise en lumière. Mon emploi correspondait parfaitement à ce rôle. Je passais mes journées à aider les enfants à se sentir vus et remarqués et encouragés. Puis je rentrais chez moi dans une famille me traitant d'une certaine façon. Je devais être reconnaissante d'être simplement incluse. Pendant ce temps, Chase était devenu un agent immobilier de luxe. Il vendait des maisons avec vue sur le désert à des personnes ayant plus d'argent que de goût. Il est devenu exactement le genre de fils que mes parents avaient toujours imaginé. Il portait des chemises sur mesure. Il conduisait un véhicule de luxe loué. Il publiait des photos à côté de piscines à débordement et d'annonces à $1 million. Il parlait de la construction d'un réseau comme les prédicateurs parlent de la foi. Ma mère adorait le présenter à chaque rassemblement. Celui-ci ira loin. Elle disait cela avec une main sur son bras et les yeux brillants. À mon sujet, elle disait d'autres choses. Claire et si maternelle. Cela semblait gentil jusqu'à ce que l'on entende la différence. Chase était l'avenir. J'étais utile. Ce vieux déséquilibre nous a suivis dans l'âge adulte très naturellement. J'ai fini par remarquer à quel point cela façonnait encore profondément ma vie. J'avais déjà passé des années à m'y adapter. J'ai arrêté de partager de bonnes nouvelles à moins que quelqu'un ne le demande. J'ai appris à sourire malgré les interruptions. Je suis devenu très doué pour réduire mes propres sentiments afin de maintenir la paix. Le pire était mon espoir continu. J'espérais une étape majeure ou un événement de vie indéniable. Cela forcerait enfin ma famille à me voir clairement. Je n'avais simplement jamais imaginé une chose. Cette étape serait la maternité. Même cela ne serait pas suffisant. Je suis tombé enceinte de ma fille à l'âge de 29 ans. J'étais fraîchement séparé d'un homme ayant prouvé sa capacité à disparaître. La responsabilité a cessé d'être romantique à la seconde suivante. Elle est devenue terrifiante d'une manière que je n'admettais pas toujours à voix haute. Sous la peur se cachait l'espoir. C'était un espoir réel et humiliant. Je pensais que ce bébé changerait peut-être la forme de ma famille. Je pensais que mes parents s'adouciraient peut-être en me voyant devenir mère. Je pensais que Chase s'arrêterait peut-être de traiter chaque conversation comme une compétition face à un vrai nourrisson dans la pièce. Je pensais beaucoup de choses stupides à l'époque. Je voulais encore croire au caractère sacré des liens du sang. Ma fille Rosie est née prématurément après une grossesse difficile. Elle a passé ses premières semaines sous une surveillance médicale attentive. Elle était toute petite et rouge et têtue et parfaite. Elle a enroulé ses doigts autour des miens pour la première fois. J'ai ressenti une sorte d'amour si féroce. Cela rendait chaque ancienne blessure plus petite. J'ai soudainement compris la véritable sensation de la protection. J'ai envoyé à mes parents des photos de l'hôpital. J'ai envoyé des vidéos de Rosie bâillant ou faisant ses premiers petits bruits. J'ai montré la façon dont elle plissait le nez dans son sommeil. Ma mère finissait toujours par répondre. Ce n'était jamais de la manière espérée. Mignonne petite chose. Elle a envoyé ce texte une fois. Elle l'a fait suivre d'un autre message. N'oublie pas le brunch portes ouvertes de Chase ce samedi. Une autre fois j'ai envoyé une vidéo de Rosie souriant dans son couffin. Suzanne a répondu avec un cœur avant de me demander un service. Elle voulait mon aide pour adresser des enveloppes. C'était pour le prochain événement de remerciement des clients de Chase. Mon écriture semblait plus classe que la sienne. Le ton de mon père était légèrement meilleur mais pas le fond. Daniel disait une phrase. « Comment va le bébé ?» 30 secondes plus tard il passait à une histoire sur Chase. Chase montrait une maison à un ancien joueur de la Ligue nationale de football. Rosie existait dans leur esprit comme une note annexe sentimentale. Le calendrier social de Chase restait l'intrigue principale. J'ai essayé de l'ignorer. J'étais épuisé. Je récupérais. Je corrigeais des projets d'art. Je me réveillais toutes les quelques heures pour nourrir un nouveau-né fragile. Je trouvais encore d'une manière ou d'une autre des excuses pour des personnes incapables de faire de moi une priorité. Le modèle est devenu impossible à manquer. Rosie a eu une alerte respiratoire. J'ai passé une nuit entière aux urgences. Ma mère m'a dit être désolée. Elle ne pouvait cependant pas partir. Elle avait promis d'aider à organiser une célébration de réseautage au bord de la piscine pour Chase. Cela se passait dans un domaine de Paradise Valley le lendemain.
Tu sais à quel point ces clients sont importants. Elle a dit cela comme si ça expliquait quelque chose. J'ai demandé à mon père de passer à l'hôpital au moins 1 heure. Il a répondu à sa manière habituelle. Claire, ta mère est débordée et Chase joue gros là-dessus. Tiens-nous au courant. Je devais les tenir au courant comme si j'étais une application météo. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas la mère de leur petite fille allongée sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. Rosie est rentrée à la maison. Elle restait médicalement vulnérable. J'ai appris à vivre avec les moniteurs et les rendez-vous chez les spécialistes. Je vivais avec la pulsation constante d'une peur sourde. À travers tout cela, Chase continuait de graviter dans la vie familiale. Il agissait comme un homme convaincu que l'univers ne devait jamais baisser son éclairage. Il avait récemment commencé à fréquenter la fille d'un riche promoteur immobilier. Soudainement, tout dans le monde de mes parents tournait autour de cette relation. Il se demandait si cela mènerait à de plus gros clients ou de meilleurs statuts. Suzanne parlait de la famille de la petite amie d'une certaine façon. Elle parlait comme on parle des numéros gagnants de la loterie. Daniel a commencé à appeler Chase d'un nouveau nom. Il était celui allant enfin élever cette famille. Je me souviens avoir entendu cela en berçant Rosie sur mon épaule après une tétée difficile. Je pensais à moi-même. Alors que suis-je? Et que représente-t-elle? Je continuais pourtant de tendre la main. J'ai invité mes parents à la bénédiction des 4 mois de Rosie à l'église. Suzanne a évoqué un conflit d'horaire avec l'un des lancements d'annonces de Chase. J'ai demandé à Daniel de passer pour la tenir. Je voulais prendre une douche après une semaine difficile. Il m'a dit avoir mal au dos. Il a ensuite publié une photo cet après-midi-là. Il était à un déjeuner sur un toit avec Chase et des investisseurs. La santé de Rosie a commencé à s'aggraver pour de bon. Une partie têtue de moi savait déjà une chose. J'allais être seul. Les médecins m'ont averti aussi doucement que possible de l'instabilité de son état. J'ai envoyé cette mise à jour sur le groupe de discussion familiale. Chase a répondu 3 heures plus tard avec un pouce levé et des mains en prière. Il a ensuite publié une histoire concernant l'installation d'une piscine de luxe dans une propriété cliente. Suzanne a appelé ce soir-là. Ce n'était pas pour demander ce dont j'avais besoin. Elle voulait savoir une chose précise. Elle se demandait si déplacer la date de la célébration au bord de la piscine de Chase paraîtrait faible. Elle pensait aux personnes qu'il essayait d'impressionner. J'ai fixé le mur pendant qu'elle parlait. J'ai réalisé son incapacité à s'entendre elle-même. Ma fille se battait pour vivre. Ma mère me demandait de peser sur l'image d'une fête. Quelques semaines plus tard, Rosie est morte dans mes bras juste avant l'aube. Le monde ne s'est pas brisé comme le promettent les films. Il s'est rétréci. Les infirmières ont été gentilles. La chambre était trop calme. Mon corps attendait encore son poids même après l'avoir éloigné de moi. J'ai appelé mes parents en premier. Un réflexe plus ancien que la logique m'a poussé à le faire. Suzanne n'a pas répondu. Daniel a écouté pendant exactement 6 secondes. Puis il a parlé. Ta mère est en pleine installation finale pour l'événement de Chase. Claire, nous allons trouver une solution. C'était le moment où l'espoir a finalement commencé à pourrir. Les funérailles de Rosie ont été fixées à 2 jours plus tard. J'ai envoyé par message la date et l'heure et l'adresse de la chapelle et l'emplacement du cimetière. Suzanne a répondu par un seul mot. Nous allons essayer. Chase n'en a jamais tenu compte du tout. Le matin des funérailles de Rosie, le ciel de Phoenix était dur et brillant. C'était cette cruelle manière de l'Arizona de briller. Même la lumière du soleil n'avait plus de pitié. Je me suis habillé en noir avec des mains semblant détachées du reste de mon corps. J'ai enveloppé la couverture de Rosie dans mon sac manteau. Je ne supportais pas l'idée de la laisser derrière moi. J'ai conduit jusqu'à la chapelle en silence. Tout au long du trajet, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Je ne m'attendais pas vraiment à la venue de ma famille. Une partie pathétique du chagrin négocie encore avec la réalité. Cela arrive même après la clarification de la réalité. Le premier appel manqué venait d'un fleuriste. Il posait des questions sur un ruban de la composition florale. Le deuxième venait de Megan Walsh. Elle est ma meilleure amie et collègue enseignante. Elle m'attendait déjà à la chapelle. Puis est arrivé le message vocal de Suzanne. Il restait 23 minutes avant le service.
Je me souviens encore de chaque mot. Ils se sont marqués au fer rouge en moi. Sa voix était sèche et impatiente. Elle semblait presque distraite par des bavardages en fond et des éclaboussures d'eau. Claire, s'il te plaît, arrête d'appeler. Nous ne pouvons pas simplement abandonner l'événement de Chase maintenant. Des personnes importantes sont ici. Tu dois arrêter de rendre tout plus difficile. C'est juste un bébé et la fête de ton frère compte plus aujourd'hui qu'une autre scène. Nous parlerons plus tard quand tu seras plus calme. J'ai écouté une fois. Puis j'ai écouté une deuxième fois. Ensuite j'ai verrouillé mon téléphone. L'entendre une troisième fois dans ce parking m'aurait fait hurler. Au lieu de cela, j'ai marché dans la chapelle avec le visage engourdi. J'ai laissé Megan prendre mon coude sans dire un mot. Le service lui-même s'est déroulé en fragments. Il y avait la voix adoucie du pasteur et les fleurs blanches. Le minuscule cercueil semblait impossible et obscène. Le sentiment des étrangers se montrant plus doux avec la mémoire de ma fille était présent. Sa propre famille de sang ne l'avait pas été. Le pasteur a demandé à la famille de prendre un dernier moment intime avant l'enterrement. Il y a eu une pause assez longue pour faire comprendre à tout le monde. Megan s'est rapprochée. L'un de mes collègues plus âgés s'est tenu derrière moi. Aucun membre de la famille Mercer n'a bougé. J'ai enterré mon enfant avec des amis et des collègues et 2 femmes de l'église. Elles me connaissaient à peine mais sont venues quand même. Elles disaient une chose simple. Aucune mère ne devrait se tenir seule. Ce seul fait m'a dit tout ce que je devais savoir sur la véritable signification de la famille. Après l'enterrement, je fixais encore la terre fraîche. Mon cerveau n'avait pas rattrapé la finalité de la chose. Megan a touché mon bras. Elle a demandé à s'asseoir dans sa voiture 1 minute. Dès la fermeture des portes, elle a tourné son téléphone vers moi. Elle arborait un visage inédit. C'était un mélange de fureur et d'incrédulité. Sur l'écran se trouvait une histoire de réseau social d'un invité de Chase. Une longue piscine scintillait sous le soleil. Des flûtes à champagne s'entrechoquaient. Chase se tenait en bras de chemise et souriait près d'une table de brunch préparée par un traiteur. Suzanne riait à côté de lui avec un grand chapeau de soleil. Daniel tenait la cour près du barbecue. Au-dessus de la vidéo, l'invité avait écrit « Famille parfaite et journée parfaite ». La seule raison de mon absence de vomissement résidait dans le chagrin. Le chagrin m'avait déjà vidé. Puis Megan m'a montré quelque chose de pire. Quelqu'un à la fête avait publié un message. Cette personne essayait probablement de paraître compatissante. Nous gardons les Mercer dans nos prières. Claire a demandé des adieux intimes aujourd'hui. Elle avait demandé des adieux intimes. Ma mère n'avait pas simplement ignoré les funérailles de Rosie. Elle avait menti à ce sujet. Elle avait transformé mon abandon en ma préférence. Elle avait fait de mon isolement son excuse. Ce mensonge a changé quelque chose en moi plus vivement que le message vocal. La cruauté était une chose. La cruauté jouée comme de l'innocence en était une autre. Je me suis assise sur le siège passager de Megan. J'étais encore dans mes vêtements de funérailles. J'ai écouté le bourdonnement de la climatisation. Mon esprit est soudainement devenu très clair. Pas plus bruyant ni plus sauvage. Juste froidement précis. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai enregistré le message vocal de Suzanne à 3 endroits. J'ai fait des captures d'écran de mes messages de funérailles avec la date et l'heure. J'ai fait des captures d'écran des appels sans réponse de ce matin-là. J'ai pris une photo du programme commémoratif de Rosie sur mes genoux. J'ai sauvegardé les images de la fête à la piscine. Puis j'ai demandé à Megan de m'envoyer toutes ces captures d'écran. C'étaient les captures d'invités affirmant mon désir d'intimité. Elle l'a fait instantanément. Claire. A-t-elle dit prudemment. Quoi que tu penses, assure-toi de le faire pour toi et non pour eux. J'ai baissé les yeux vers la couverture pliée dans mes mains. J'ai réalisé une chose pour la première fois de ma vie. Ces 2 choses étaient les mêmes. Il ne s'agissait pas de causer un drame. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens enfantin. Il s'agissait de refuser de laisser ces personnes contrôler l'histoire de ces funérailles. Ils avaient abandonné ma fille. Il s'agissait de vérité. La vérité pouvait ruiner les bonnes personnes plus vite que n'importe quel cri. C'était la leçon apprise. Le service s'est terminé juste après midi. L'événement de Chase battait encore son plein.
C'était ce qu'indiquaient les histoires identifiées. Des invités importants étaient toujours là. La famille de sa petite amie était présente. Des clients potentiels étaient là. La foule de l'église chère à ma mère était là. Ma famille avait choisi l'endroit où les apparences comptaient le plus. Très bien. C'était là où la vérité les rencontrerait. Je n'ai pas conduit jusqu'à la maison. Je me suis assise avec Megan dans le parking du cimetière. J'ai construit un message. Je l'ai détruit et je l'ai reconstruit. Puis je l'ai enregistré comme une note. J'ai attendu de pouvoir respirer sans trembler. Ce n'était pas une diatribe. Ce n'était pas théâtral. C'était simple et documenté et impossible à rejeter. Au moment de tourner la clé de contact, je savais exactement quoi faire. Ils avaient passé les funérailles de ma fille à protéger une fête à la piscine. J'étais sur le point de leur faire payer ce choix avec tout ce qu'ils chérissaient le plus. J'ai attendu l'heure des fêtes les plus bruyantes. C'est le moment où les gens sont le moins préparés à avoir honte. À 27 heures, je me suis garé sous un arbre à l'extérieur d'une pharmacie. J'avais besoin d'un endroit ordinaire pour accomplir un acte irréversible. J'ai ouvert le groupe de discussion de la famille Mercé. J'ai ouvert le fil de discussion des parents éloignés utilisé par Suzanne pour les fêtes. J'ai ouvert une liste de contacts construite avec l'aide de Megan. Ces noms étaient liés aux publications de la fête à la piscine. Je n'ai pas envoyé de messages différents. J'en ai envoyé un seul. Il disait la chose suivante. Plusieurs personnes ont entendu dire une chose fausse. Elles pensaient à ma demande d'intimité aujourd'hui. Je voulais partager les vrais mots prononcés. Mes parents ont choisi la fête de la piscine de Chase plutôt que les funérailles de Rosie. Ma fille a été enterrée à midi. Je l'ai enterrée sans ses grands-parents. 6 juin se trouve le programme des funérailles et l'heure d'envoi des détails. Vous trouverez aussi les appels sans réponse et le message vocal de ma mère. Elle l'a laissé pendant mon trajet vers la chapelle. En dessous, j'ai joint la photo du programme commémoratif de Rosie. J'ai ajouté les captures d'écran de mes messages avec la date des funérailles et l'adresse de la chapelle. J'ai inclus les appels manqués de ce matin-là et le fichier audio. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Rien ne s'est passé pendant 5 secondes. Puis le message s'est affiché comme livré et ensuite comme lu. Le chaos a bougé plus vite que la pensée. Mon téléphone s'est d'abord allumé avec le nom de Suzanne. Je l'ai laissé sonner une fois et j'ai refusé. Daniel a appelé ensuite. Chase a suivi puis 3 proches puis Suzanne à nouveau. Je les ai tous ignorés. J'ai regardé le fil de messages entrants commencer à s'ouvrir. Ma tante Linda a répondu la première. Suzanne, s'il te plaît, dis-moi que c'est faux. Un cousin a écrit. Quel message vocal? Un autre parent a envoyé un texte. C'était l'une des femmes de l'église adorant ma mère. Claire, il y a sûrement eu un malentendu. Avant même ma décision de répondre, une nouvelle histoire est apparue en ligne depuis la fête. La caméra tremblait maintenant. Il n'y avait pas de musique. Quelqu'un avait filmé vers un groupe d'invités immobiles avec des téléphones à la main. En arrière-plan, je pouvais entendre une femme parler. Oh mon Dieu! Une autre voix a chuchoté. Elle a dit quoi? Je n'avais pas besoin d'être au premier rang pour imaginer le reste. Quelque part à côté de cette piscine, un invité avait ouvert mon message. Un autre a suivi puis un autre. Le mensonge de mes parents planant tout au long de cet après-midi s'est dissous d'un seul coup. J'ai finalement répondu à Chase à l'appel numéro 4. Je voulais qu'au moins l'un d'eux entende mon calme. Il ne s'est pas embêté avec un bonjour. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? A-t-il crié avec une voix craquant de panique plus que de chagrin. As-tu une idée des personnes présentes ici? Sais-tu ce que tu viens de faire? Je me suis penché en arrière sur mon siège. J'ai fixé l'enseigne de la pharmacie en face de moi. Oui. Ai-je dit? J'ai dit la vérité. Il a juré. Il a baissé la voix comme pour s'éloigner des invités. Tu ne pouvais pas attendre. Tu n'aurais pas pu régler ça en privé. L'audace de cette phrase m'a presque fait rire. En privé. Ai-je dit? Comme les funérailles de Rosie. Comme le moment privé où ta mère a affirmé son importance inférieure à celle de ta fête. Il a commencé à dire des choses. Ce n'était pas de sa faute. Cela n'avait rien à voir avec lui.
Des personnes importantes entendaient des choses hors contexte. Je l'ai coupé. Cela a tout à voir avec toi. Ai-je dit. Tout tourne toujours autour de toi dans cette famille. Aujourd'hui est simplement la première fois où j'ai cessé de protéger cela. Il est resté silencieux un instant. Puis il a craqué. Tu ruines ma vie. C'était là. C'était la chose la plus pure prononcée par lui de toute la journée. Pas pour un enfant mort. Pas pour les actions de ses parents. Pour un seul message vocal. Pour des conséquences. Non. Ai-je répondu. Ta vie est ruinée par la vérité de ta famille. Ils l'ont raconté en pensant à mon silence continu. J'ai raccroché avant sa réponse. 10 minutes plus tard, Megan m'a envoyé une capture d'écran. Elle provenait d'une personne encore à la fête. Suzanne se tenait près du petit bassin de la piscine. Son visage était blanc et tiré. Elle avait une main sur la bouche. Daniel se disputait avec un homme grand en lin à côté de la table du traiteur. La petite amie de Chase n'était nulle part près de lui. Elle s'appelait Adli. Un autre invité avait publié une seule ligne sur une histoire noire et vide. Certaines choses sont trop laides pour être célébrées. Je ne prétendrai pas avoir ressenti de la joie à ce moment-là. Les histoires de vengeance font toujours passer la justification pour une chose douce. La mienne avait le goût de l'adrénaline et de la cendre. Ma fille était toujours partie. Aucun message ne pouvait changer cela. J'ai ressenti de la libération. C'est le genre de libération arrivant avec le départ de la vérité de votre corps. Elle cesse de vous empoisonner de l'intérieur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois c'était Adli. C'était la petite amie de Chase. J'avais son numéro seulement pour une histoire passée de liste de cadeaux pour bébé. Son message était court. Suzanne a-t-elle vraiment dit ça? J'ai envoyé le fichier audio seul. Je n'ai rien envoyé d'autre. 3 minutes plus tard mon téléphone a sonné. C'était Suzanne puis Daniel puis Suzanne puis Adli puis Daniel une fois de plus. Finalement un message est arrivé de ma mère. Il était dépouillé de tout son vernis habituel. Enlève ça tout de suite. Tu humilies cette famille devant tout le monde. Nous allions expliquer plus tard. Expliquer quoi? Expliquer le peu de valeur de mon enfant face aux investisseurs potentiels de Chase au bord d'une piscine. Le chagrin devait attendre la fin des amuse-bouches. J'ai tapé une seule phrase en retour. Tu as eu ta chance de t'expliquer lors de mon appel depuis le cimetière. Elle a répondu instantanément. Tu es vicieuse. Ce mot s'est posé sur moi plus doucement que prévu. Il prouvait son incompréhension continue. Dire la vérité sur les actes d'une personne n'est pas vicieux. Attendre le silence après la cruauté l'est complètement. L'heure suivante s'est transformée en un effondrement public. Les proches m'ont envoyé des messages les uns après les autres. Certains s'excusaient d'avoir cru Suzanne. Certains demandaient si j'étais en sécurité. Certains essayaient d'adoucir les choses. Sûrement ils ne le pensaient pas de cette façon. L'audio rendait tout adoucissement impossible. Il y a une limite à l'étirement de l'image d'une personne. Cette limite est atteinte lorsque les gens entendent le mépris dans la voix originale. Megan a continué à me fournir des mises à jour. Ses contacts étaient à la fête. Adli avait confronté Chase devant ses parents. Une famille cliente plus âgée est partie sans manger. Un ami de l'église a apparemment dit une phrase à Suzanne. Je ne sais pas comment vous allez vous remettre de ça. Daniel avait essayé de rassembler les invités pour porter un toast. Presque personne n'avait levé son verre. L'après-midi parfait de ma famille s'était gâté. Cela s'est passé quelque part entre les crevettes du traiteur et les centres de table floraux coûteux. L'événement s'est transformé en quelque chose d'incontrôlable et d'indéniable. Je suis resté exactement à ma place. Le soleil a commencé à descendre. Le flot d'appels a ralenti juste assez pour me laisser entendre le silence. Puis un dernier message vocal est arrivé. Il venait de Daniel cette fois. Son ton avait complètement changé. Pas de colère. Pas d'autorité. Juste de l'attention. Claire. A-t-il dit. S'il te plaît, les gens partent. Chase dit le départ de Adli avec ses parents. Ta mère s'effondre. Tu as fait passer ton message. Appelle-nous pour pouvoir arranger ça.
J'ai écouté une fois et j'ai supprimé le message. C'était bien la ligne directrice de notre famille. Arranger ça. Ne pas réparer le mal fait à mon égard. Réparer les dommages subis par eux. Ils pensaient encore à la fête comme l'urgence. Ils pensaient encore à mon rôle de nettoyeuse. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois de la journée. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la couverture de Rosie sur le siège passager. Derrière moi, une fête autour d'une piscine construite sur les funérailles de ma fille s'effondrait. Cela se passait à Paradise Valley. Cela s'effondrait sous le poids d'une chose simple jamais assez respectée par ma famille. La vérité. Je n'ai pas entendu le reste des retombées en temps réel. J'ai laissé mon téléphone éteint jusqu'après minuit. Je me suis douché en silence. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine avec la couverture de Rosie sur mes genoux. J'ai laissé l'adrénaline s'écouler de moi par vagues. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. L'histoire s'est reconstituée rapidement. Il y avait 62 messages et 9 messages vocaux et un message du salon funéraire. Il demandait si j'allais bien. Suzanne avait apparemment essayé d'y appeler pour me chercher après la fin de mes réponses. Megan est venue avec du café. Elle s'est assise en face de moi à la table. Elle m'a aidé à trier les choses importantes et le simple bruit. La mère de Adli l'avait emmenée. Elles avaient quitté la fête presque immédiatement après l'écoute du message vocal. L'un des plus gros clients potentiels de Chase est parti juste derrière elle. C'était un promoteur. Sa femme présidait plusieurs conseils d'administration d'organisations caritatives. Il a ensuite envoyé un texte à quelqu'un. Il ne faisait pas d'affaires avec des familles traitant les enfants morts comme des conflits d'emploi du temps. Suzanne avait apparemment essayé de coincer des invités. Elle insistait sur mon instabilité mentale due au chagrin. L'audio a fait s'effondrer cet angle avant même son développement. Daniel s'est lancé dans une dispute avec l'un de ses amis de l'église. L'ami lui a dit catégoriquement une chose. Si Daniel pouvait soutenir ces mots, alors il n'était pas l'homme imaginé par tous. Chase a commencé à blâmer tout le monde sauf lui-même au milieu de tout cela. D'abord Suzanne pour avoir laissé le message vocal. Puis Daniel pour ne pas m'avoir arrêté. Puis moi pour avoir utilisé le chagrin comme arme. Finalement Adli pour avoir fait un scandale en refusant de rester. À la fin de l'après-midi, la fête s'était vidée en fragments embarrassés. 3 messages distincts de différents invités l'ont confirmé. Des verres à moitié pleins transpiraient sur des tables d'appoint. Des plateaux de nourriture restaient intacts. Une piscine pleine de lumière solaire réfléchie continuait de scintiller. C'était comme si la journée était encore belle. Pendant ce temps, tout ce que ma famille appréciait dans cet événement saignait autour. Le statut et l'admiration et l'élan et l'image se vidaient de leur sang. L'appel le plus révélateur est venu de ma cousine Erika. Elle n'avait jamais pris mon parti dans aucun conflit familial auparavant. Elle a laissé un message vocal. Claire, je ne sais pas si tu veux avoir de mes nouvelles, mais je dois te dire ceci. J'étais là. On nous a tous dit ton désir d'intimité. Ta mère a dit une chose. Venir ne ferait que te contrarier et le service du bébé était très petit et intime. Puis ton message est arrivé et tout le monde a écouté. Personne ne savait. Je suis tellement désolé. Ces excuses comptaient moins que l'importance accordée généralement aux excuses. Cela a cependant confirmé la vérité déjà connue par moi. Suzanne et Daniel n'avaient pas simplement choisi l'événement de Chase. Ils avaient activement réécrit l'histoire pour se protéger. Ce mensonge expliquait mon absence de réponse à la venue de mes parents. Ils sont apparus devant mon appartement à 10h00 le lendemain matin. Je les ai vus par la caméra du bâtiment. Ma mère portait des lunettes de soleil surdimensionnées malgré l'ombre. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans par rapport à 2 jours plus tôt. Pendant une faible seconde, une vieille habitude en moi a presque ouvert la porte. Puis je me suis souvenu du cimetière et du message vocal et des mensonges au bord de la piscine. Je suis resté là où j'étais. Ils ont sonné 3 fois. Daniel a appelé depuis le hall. Suzanne a envoyé un message. S'il te plaît, nous devons parler face à face. Les gens disent à nouveau des choses horribles. Ce n'était pas à propos de Rosie mais à propos d'eux-mêmes. Megan était toujours avec moi. Elle a regardé vers la porte et a demandé doucement. Veux-tu mon aide pour leur dire de partir? J'ai secoué la tête. J'ai laissé le silence le faire.
Finalement Danielle a laissé une note manuscrite au concierge. Elle disait: cela est allé trop loin. Quoi qu'il se soit passé, nous pouvons surmonter cela en famille. Ne punis pas ta mère pour toujours pour une seule erreur terrible. Une seule erreur terrible. Cette phrase m'a enragé plus que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Elle réduisait toute l'architecture de ma vie à un seul moment malheureux. Comme si les funérailles de Rosie étaient un dérapage aléatoire. Ce n'était pas le point culminant prévisible de décennies de favoritisme. Je n'ai pas répondu à la note. Je l'ai déchiquetée et j'ai mis les morceaux à la poubelle sous du marc de café. Les conséquences se sont aggravées au cours de la semaine suivante. Mes parents ne pouvaient pas les faire disparaître. Adli a rompu sa relation avec Chase. Ce n'était pas public. C'était cependant assez décisif pour faire le tour de la ville. Une des femmes du cercle de l'église de sa famille a parlé à la tante de Meghan. Aucune famille décente ne se lierait à des personnes qualifiant un nourrisson mort de simple bébé. Chase a perdu au moins une opportunité d'inscription majeure. La femme du promoteur a discrètement dit aux autres une chose. Il trouvait sa famille socialement radioactive. Suzanne a cessé de se présenter aux réunions du groupe des femmes à l'église. Trop de gens avaient entendu le message vocal. Danielle a essayé de continuer à agir normalement. Apparemment personne dans son club de golf ne voulait s'asseoir avec lui sans mentionner l'incident. Une famille comme la nôtre peut survivre à la cruauté privée pendant des générations. La conséquence publique est la chose provoquant leur choc. À travers tout cela, ils ont continué à me chercher. Ce n'était pas par remords mais par désespoir. Suzanne a envoyé de longs messages sur sa tension artérielle. Elle parlait de son humiliation et des murmures endurés par elle. Danielle a écrit sur la destruction de l'avenir de Chase à cause d'une chose entre nous. Chase lui-même m'a envoyé une note vocale si brute de ressentiment. Elle m'a presque impressionné. Si Adli est parti pour de bon, c'est de ta faute. Si je perds des affaires par ton désir d'attention, c'est aussi de ta faute. J'ai écouté ce message 2 fois. Non par douleur mais par clarification. Cela clarifiait l'ensemble du système familial en une seule respiration. Mon chagrin n'avait jamais été une urgence pour eux. Leur inconvénient l'était toujours. J'ai pris une décision. Elle aurait semblé impossible à l'ancienne version de moi-même. Cette version cherchait encore l'approbation. J'ai bloqué Chase définitivement. J'ai bloqué Danielle. J'ai bloqué Suzanne après avoir envoyé un dernier message. J'ai enterré Rosie seule. Vous n'avez plus accès à moi après ça. J'ai ensuite contacté un avocat. J'ai rédigé des instructions formelles limitant tout contact futur au message via une représentation légale si nécessaire. Je ne le faisais pas pour le drame. Je le faisais pour une autre raison. Le chagrin m'épuisait déjà assez sans autoriser les architectes de ce chagrin à continuer d'entrer dans mon espace. 2 semaines plus tard, une collecte de dons commémorative a eu lieu dans mon école. C'était pour les mères endeuillées. Meghan avait discrètement organisé cela au nom de Rosie avec l'aide du directeur. Nous avons rassemblé des couches et des couvertures et des cartes d'essence et des bons de repas. C'était pour une fondation locale de perte de nourrissons. Je me tenais dans la salle d'art après la fin des cours. Je regardais des parents à peine connus déposer des fournitures et murmurer des condoléances. Cela m'a frappé. La compassion continuait de me trouver dans des directions jamais regardées par mon propre sang. Ce même soir, Erika a appelé depuis un numéro emprunté. Elle m'a dit les sanglots de Suzanne auprès de proches. Suzanne disait avoir tout perdu pour une seule phrase. Je me suis surprise à répondre avec un calme parfait. Non, elle a tout perdu pour la vérité contenue dans cette phrase. C'était la différence jamais comprise par ma famille. Ils pensaient le début de l'effondrement avec mon appui sur le bouton envoyer. Il a commencé lors de leur apprentissage personnel. Ils s'étaient appris la position de ma douleur sous la commodité de Chase. Je refusais simplement de continuer à porter le mensonge. Des mois plus tard, j'ai entendu des nouvelles par la famille élargie. Chase avait déménagé dans une plus petite agence immobilière. Suzanne s'était retirée de la plupart des cercles sociaux autrefois contrôlés par elle comme l'Oxygène. Daniel était devenu le genre d'homme salué poliment par les gens sans aucune invitation nulle part. Je ne célèbre pas ces détails de la manière souhaitée par certains spectateurs de vengeance. Je ne danse pas dans mon salon pour la fissure de leur réputation. Je ne la pleure pas non plus.
Une conséquence n'est pas une tragédie simplement par son atterrissage final à sa place. La partie vraiment satisfaisante n'était pas de les regarder tomber. J'étais honnête avec moi-même. C'était de réaliser mon manque de besoin de les voir s'élever. Le jour de l'arrêt de mes tentatives pour sauver leur image fut un nouveau jour. Ce fut le jour du commencement du sauvetage de ma propre vie. Pour une fille élevée pour disparaître derrière les besoins des autres, cela semblait plus radical qu'une vengeance. La première fête après les funérailles de Rosie fut Thanksgiving. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas passé une seule seconde à me poser une question. Je ne me demandais pas la nécessité d'être la personne la plus noble. Cette envie était morte avec l'ancienne version de moi. C'était la version croyant à l'équivalence entre l'endurance et la bonté. J'ai plutôt passé la journée chez Meghan avec sa famille élargie bruyante. J'aidais ses nièces à peindre des marque-places à la table de la cuisine. Des ragoûts cuisaient et le football hurlait dans le salon. À un moment donné, sa grand-mère a serré ma main. Elle en savait assez sur mon histoire pour être gentille mais pas intrusive. Elle a dit une chose. La perte vous montre la personne apportant de la soupe et la personne apportant des excuses. J'ai ramené cette phrase chez moi. Elle était simple et brutalement vraie. J'ai reconstruit ma vie de manière calme et pratique dans les mois suivants. J'ai suivi une thérapie de deuil. J'ai appris la propreté possible de la rage dirigée contre les personnes l'ayant méritée. J'ai créé un petit fonds de bourse dans mon école. Il était destiné aux élèves ayant besoin de fournitures artistiques. Je l'ai nommé le coin de Rosie. Je voulais lier la courte vie de ma fille à la beauté et pas seulement à la douleur. J'ai fait du bénévolat une fois par mois. C'était avec un groupe de soutien pour les mères de nourrissons décédés. À chaque participation dans ces cercles, je comprenais plus clairement une chose. Ma véritable vengeance n'avait jamais été d'humilier ma famille. C'était de refuser de laisser leur cruauté définir le dernier mot de l'histoire de ma fille. Suzanne a encore essayé de temps en temps par l'intermédiaire de proches. Elle a utilisé des adresses électroniques maladroites envoyées depuis de nouveaux comptes. Elle voulait présenter l'événement comme un malentendu gonflé par le chagrin. Daniel a écrit une fois sur la perspective donnée par l'âge. Il a dit la vie trop courte pour rester divisée. Chase a tenté un dernier message par l'intermédiaire d'Erika. Il prétendait avoir été un dommage collatéral dans un conflit entre moi et nos parents. Je n'ai jamais répondu à aucun d'entre eux. Ce n'était pas par fureur quotidienne. La paix est devenue plus facile une fois la porte fermée définitivement. C'est la partie rarement comprise par les personnes extérieures à de telles situations. Elles pensent à la clôture comme une réconciliation. La guérison devrait impliquer des relations restaurées ou des photos de vacances ou une bande sonore douce et des excuses dramatiques à votre porte. La guérison peut aussi ressembler à des serrures changées et des numéros bloqués. C'est la décision sacrée de croire aux actes démontrés la première fois. Mes parents ne m'ont pas perdu par mon exposition publique de leurs actes. Ils m'ont perdu le matin de mon abandon. Ils m'ont laissé enterrer mon enfant seul. Ensuite ils ont menti sur la raison. Tout ce qui a suivi n'était qu'un rattrapage des conséquences. La conséquence ne se soucie pas des mythes familiaux. Elle ne se soucie pas du favoritisme de l'enfance ni de la personne souriant sur la carte de vœux. Elle ne se soucie que des actes accomplis. Il y a une leçon à tirer de tout cela pour toute personne à l'écoute. La voici. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas droit à votre silence ni à votre travail ni à votre pardon. Le sang n'est pas un permis pour la négligence. Une histoire partagée n'est pas un laissez-passer gratuit. Cela ne permet pas d'ignorer la douleur d'une personne et d'exiger ensuite un accès une fois la foule retournée contre vous. J'ai pensé une chose pendant des années. Être une bonne fille signifiait absorber les blessures avec grâce. Je pensais à l'amour comme à une patience sans limite. Je pensais la famille dépendante d'une compréhension sans fin de la part de la personne demandant le moins. J'avais tort. L'amour se manifeste. L'amour écoute. L'amour ne place pas le calendrier social d'un enfant au-dessus du bébé mort d'un autre enfant. Les gens révèlent leur incapacité à donner ce genre d'amour. Se protéger n'est pas de la cruauté face à cela. C'est de la sagesse achetée à un prix terrible. Je pense parfois encore au moment précis de l'envoi de ce message depuis le parking de la pharmacie. Je pense au calme du monde à l'intérieur de ma voiture par rapport au chaos causé à côté de cette piscine. Je pourrais parler à la femme juste avant ce moment. Elle tremblait encore de la terre du cimetière sur ses chaussures. Je lui dirais ceci.
Tu ne ruines rien de non pourri à l'origine. Tu n'es pas trop dur. Tu n'es pas trop émotive. Tu te tiens enfin à un endroit visible par la vérité. Rosie aurait dû avoir des grands-parents se précipitant à ses côtés. Ils auraient dû me soutenir. Ils auraient dû connaître les moments de la vie annulant le sens de chaque fête ou client ou liste d'invités. Elle n'a pas eu cela. Je ne peux pas le changer. Je peux cependant m'assurer d'une chose. Sa vie est rappelée avec une vérité claire. Elle n'a jamais été juste un bébé. Elle était ma fille. Elle a été aimée complètement. Les personnes traitant sa mort comme un inconvénient ne m'ont pas perdu par esprit de vengeance de ma part. Ils m'ont perdu pour une autre raison. J'ai finalement aimé suffisamment mon enfant et moi-même pour cesser de qualifier leur cruauté de normale. C'est le cœur de cette histoire. J'espère voir cette partie rester avec quiconque l'entend. La vengeance peut attirer l'attention mais la dignité est la chose durable. La fin la plus satisfaisante n'est pas l'embarras de mes parents ni la fissuration du petit monde poli de Chess. C'est ma non-existence dans leur version de mon identité. Je porte la couverture de ma fille et mon chagrin et mes limites et ma paix durement gagnée vers un avenir intouchable par eux. Après tout cela, cette paix ressemble moins à une fin qu'au premier véritable commencement honnête de ma vie.